Bonjour à toutes et à tous, et ravi de vous retrouver. Nous allons parler aujourd'hui de l'immobilier et plus particulièrement des bulles immobilières qui pourraient se dégonfler. Alors, il y en a plusieurs dans le monde, il y a par exemple aux États-Unis, mais là aujourd'hui on va parler de deux grandes bulles, celle de la Chine qui commence à faire mal, et puis celle de la France qui ne se dégonfle pas encore, mais bon, ça pourrait commencer assez rapidement. On va rentrer dans le détail tout de suite avec le premier cas, la Chine bien entendu. Là on a entendu parler il y a quelques mois déjà de la fameuse société Evergrande, qui est un promoteur immobilier qui a une dette énorme, c'est le numéro 1 chinois, 260 milliards de dollars de dette, et qui a perdu donc 80% de sa valeur en bourse. Ça c'est incroyable. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'arrive pas à rembourser les intérêts de la dette. Et donc c'est simplement la règle de base je dirais, de l'économie ou du secteur immobilier, c'est que évidemment on s'endette, c'est tout à fait logique, mais il faut que cette dette soit soutenable. Ça veut dire que cette dette génère suffisamment de revenus pour permettre de rembourser les intérêts de la dette. Aujourd'hui donc une société comme Evergrande s'est énormément endettée, a construit des tours un peu partout en Chine, et malheureusement ces tours sont souvent soit vides, soit à moitié pleines, et donc clairement elles n'ont pas les moyens de rembourser les intérêts de la dette. Donc elles sont en train d'essayer de vendre des actifs, mais ça montre qu'on a évidemment une situation très compliquée aujourd'hui pour Evergrande en Chine. Deuxième cas qui vient d'arriver, ce qu'on appelle Fantasia. Et moi je pensais que c'était uniquement réservé à Disney, pas du tout. Fantasia c'est un autre promoteur immobilier chinois qui lui aussi n'arrive pas depuis le 4 octobre à rembourser ses échéances de la dette. C'est évidemment un niveau plus faible que Evergrande, mais néanmoins ça montre qu'on n'a pas simplement juste un cas, il y a plusieurs cas aujourd'hui en Chine de bulles immobilières qui sont en train de se dégonfler. Et puis dernier cas, Sinic, un autre promoteur immobilier, c'est pas moi qui ai choisi le nom, c'est un nom chinois, et donc là aussi impossible de payer les intérêts de la dette. Donc on est bien dans ce cas de figure très simple où tout simplement la dette n'est plus soutenable. Ça veut dire que comme il y a moins de croissance en Chine, eh bien on n'arrive pas tout simplement à rembourser les intérêts de la dette, ce qui fait donc que évidemment la bulle va se dégonfler puisqu'on va vendre des actifs, ce qui va faire baisser les prix, avec évidemment des impacts économiques pour l'ensemble de la Chine, voire du monde. Alors justement, que se passe-t-il aujourd'hui en Chine? Un élément très simple, c'est que là c'est une règle de science physique, les arbres ne montent pas au ciel. C'est vrai que si on regarde ici le PIB chinois, c'est la courbe rouge depuis 1980, regardez bien de 1980 à 2020, donc malgré la pandémie, le PIB chinois a augmenté de 3340%. C'est évidemment énorme. Titre de comparaison, l'Inde on est à 898, il y a eu la récession évidemment de 2020, États-Unis 173, France 84%, donc bien entendu la France, c'est normal qu'elle ne fait pas comme en Chine, parce nous sommes déjà un pays développé, mais néanmoins le vrai enjeu c'est que aujourd'hui, voilà, ça commence à écréter en Chine, ça ne monte pas, ça ne peut pas monter effectivement jusqu'au ciel. Et donc, comme les promoteurs chinois s'étaient habitués à une croissance de 10% par an, minimum, et bien comme là maintenant on recule un petit peu, on a fait 2% en 2020, cette année on va faire 8 à 9%, c'était une bonne performance, on fera un petit peu moins encore en 2022, mais évidemment ça ne permet pas d'absorber effectivement toutes ces constructions immobilières qui ont été faites. Il n'y a pas assez de personnes qui viennent des campagnes pour être dans les villes, parce qu'il n'y a pas assez d'activité tout simplement, et donc on a des immeubles tout simplement vides, et donc c'est ce qui fait que il faut vendre, on n'a pas de quoi rembourser, c'est la règle de base là encore une fois du secteur de l'immobilier, c'est ce qui fait baisser évidemment les prix aujourd'hui. Alors il y a une grande question, pourquoi les Chinois font ça? Est-ce que c'est une volonté politique? Parce qu'on se souvient qu'en 2015 par exemple, les Chinois justement, lorsqu'il y avait eu la crise, avaient utilisé des réserves de change pour relancer le secteur bancaire, donc on n'avait pas vu du tout de crise en Chine à ce moment-là. Là aujourd'hui, comme on le sait, il n'y a pas une grande liberté de la presse en Chine, mais là, les cas d'Evergrande, Fantasia, etc., là on les connaît. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une volonté de faire un exemple de la part du gouvernement chinois, de redistribuer également les cartes, mais néanmoins en attendant ça produit des effets sur l'activité économique. Et on voit ici les indicateurs avancés de la croissance chinoise, donc là on a le PIB chinois, c'est la courbe bleue, on voit la récession de 2020, le redémarrage de 2021, et là ça ralentit un petit peu, c'est toujours une croissance très sympathique autour des 7%, mais regardez les indicateurs avancés, ici c'est dans les services, on n'a pas encore le mois de septembre, mais on était sous la barre des 50, donc en récession entre guillemets, et sur l'industrie, c'est la courbe rouge, on est pile à 50 sur le mois de septembre, donc ça veut dire qu'on est en phase de stagnation. Donc c'est pas des très très bons chiffres. Et si on regarde d'ailleurs les chiffres de vente au détail de production industrielle, ici donc vente au détail c'est la courbe rouge, en bleu c'est la production industrielle, on voit que ça ralentit très fortement, on voit des chiffres de croissance, seulement 2% pour les ventes industrielles, autour des 6% pour la production industrielle, donc les ventes au détail 2%, production industrielle autour des 6%, c'est pas des chiffres formidables, globalement je rappelle que les ventes au détail c'est la consommation des ménages, donc ça montre
bien que la Chine ralentit. Alors, est-ce qu'il y a des problèmes de pandémie? On ne sait pas trop, mais néanmoins, ça ralentit. On a également des problèmes de pénurie de matières premières. Tout ça fait qu'il y a des tensions aujourd'hui en Chine qui font que c'est en train de ralentir. Et donc, si la locomotive de la croissance mondiale ralentit, évidemment, le monde aussi va ralentir. Et c'est là où on va arriver, bien sûr, à l'autre bulle immobilière. Donc, la première, on a compris, en Chine, elle se dégonfle. La deuxième, en France, pour l'instant, elle est toujours très, très bien gonflée. Alors, justement, ce sont les derniers chiffres de SoLoger. Voilà, on cite bien sûr nos sources, avec les prix de l'immobilier aujourd'hui dans le neuf en France, et c'est assez incroyable. Regardez chez les chiffres, Paris, 13 425 € le mètre carré. Ça, c'est incroyable. On a ensuite Boulogne, Lyon, Nice. Vous verrez les chiffres, 6 177 pour Lyon, 12 229 pour Boulogne. Alors, ce sont bien sûr les villes de plus de 100 000 habitants. Il y a des villes de moins de 100 000 habitants où c'est encore plus cher, bien entendu. Par exemple, Neuilly, sur Seine, à côté en banlieue parisienne, ou autre, bien sûr. Mais on voit bien que même en province, si vous voulez, vous voyez, Annecy, on est à 5 859 € du mètre carré. La moyenne nationale, c'est quand même 4 310 € du mètre carré. C'est quand même pas rien. Et si on prend les prix de l'ancien, là aussi ça continue d'augmenter, 3 605 € en moyenne nationale, ça augmente encore sur 2021. Donc la pandémie n'a pas eu lieu finalement pour le secteur immobilier, ça continue de croître. Alors si on regarde la carte de France justement de ces villes, donc parmi les plus chères, je dirais, de France, on voit si on prend le cas de Paris dans le neuf, encore une fois, plus 9% sur un an, c'est assez incroyable. Les villes comme Lyon, plus 11% sur un an, on revient tout à l'heure. Alors c'est vrai que Montreuil avait très fortement flambé en 2019 et 2020, évidemment il y a un petit effet de correction sur 2021, mais ça reste quand même très très cher. On a également des villes comme Nice où ça baisse un petit peu, mais là aussi 6 120 € du mètre carré. Donc on a quand même des niveaux de prix assez incroyables, c'est-à-dire qu'ils sont complètement déconnectés par rapport à la réalité des revenus des ménages. C'est ça, une bulle, c'est quand les prix des logements vont trop loin par rapport à la richesse qu'on crée en France, par rapport aux revenus des ménages. Alors justement, c'est vrai qu'il y a aussi des villes un peu moins chères aujourd'hui en France, les voici, mais là aussi c'est quand même pas donné, c'est-à-dire ça comme une sorte de report entre guillemets. On s'est dit bon les villes trop chères, il y a une bulle, on va aller peut-être ailleurs. Là aussi ça augmente fortement. Vous voyez des villes comme Brest par exemple, on est à 3 600 € du mètre carré, et donc même Saint-Étienne, vous voyez, dans le neuf, encore une fois, on est quasiment à 2 900 € du mètre carré. Ce n'est pas rien, évidemment, c'est des prix quand même assez élevés, surtout encore une fois par rapport aux revenus des ménages. Donc c'est ça, le principe d'une bulle, c'est quand effectivement les prix vont trop loin par rapport à la réalité économique d'un pays, notamment de la France, puisque là on parle de la France, et donc là on voit bien, ça c'est la courbe bleue, alors là on voit les prix de l'ancien, donc qui augmentent, évidemment, c'est tout à fait logique, parce que plus on avance dans le temps, plus normalement ça augmente. Il y a des phases de ralentissement, voire de dégonflement de bulles, comme ici en 91-98, ça avait fortement baissé, après ça redémarre, et puis là vous avez le PIB en valeur qu'on crée en France. On a évidemment un écart énorme. Alors si on coupe le graphique en deux, on voit la première bulle, la bulle de 84-91, à l'époque c'était une vraie bulle spéculative, où on achetait, on revendait avant d'avoir été livré, parfois même, et donc on voit bien que ça a flambé très fortement. Donc on avait un écart entre la courbe rouge, qui est donc le PIB en valeur en France, vous voyez qu'on était sur un niveau d'à peu près de 160, alors qu'on était quasiment à 300 sur les prix des logements, donc du simple au double, et ensuite on voit que la courbe bleue est revenue évidemment vers la courbe rouge, c'est-à-dire qu'on a eu une reconnexion, un dégonflement de la bulle. Pour l'instant, si on regarde maintenant la deuxième partie du graphique, donc de 98 à aujourd'hui, alors c'est vrai qu'il y a eu des dégonflements de bulles, comme ici par exemple en 2008-2009, donc dès qu'on a eu des craintes, notamment sur les banques, sur les taux d'intérêt, pareil ici un petit peu en 2015, mais très vite, ça redémarre, et donc, entre guillemets, la bonne nouvelle, alors c'est le premier trimestre 2021, bien entendu, on a un écart entre la variation du PIB, la courbe rouge, et la variation des prix de l'immobilier, parce que justement, les taux d'intérêt sont extrêmement bas, donc on se dit, finalement, on peut continuer de s'endetter, donc c'est ce qui alimente cette hausse des prix de l'immobilier, mais par contre, ce qui est clair, c'est que l'écart entre donc, les prix de l'immobilier et la réalité française, la réalité des revenus, donc du PIB global, également des revenus des ménages, ne cesse de croître. On a ce fameux graphique qu'on appelle de Frigit, qui rapporte justement l'évolution des prix des logements anciens par rapport donc aux revenus des ménages. Donc c'est un niveau moyen de 1,1, vous voyez, de 1960 à 2019. Et là, ça s'était un petit peu calmé pendant donc en 2017-2018. Et puis là, ça redémarre. Regardez, on est à donc un niveau de 1,8 quasiment, 1,79 exactement. Donc c'est quand même des niveaux extrêmement élevés, alors que le niveau normal c'est 1,1. Donc voilà, la bulle est là.
elle se maintient. Et c'est vrai que tant que les taux d'intérêt sont bas, finalement, ça ne change pas grand-chose. Alors, il y a une petite nouveauté, hein, quand on regarde l'écart, justement, entre les revenus, donc les prix des logements et les revenus des ménages, c'est que Paris, ça baisse un petit peu. Donc là, on a l'ensemble des villes, entre guillemets. Donc là, on a l'Île-de-France, on est sur un niveau de 2,03. Paris, 2,64, ça a baissé. On était à quasiment donc 2,8 il y a quelques mois. Il n'y a que Lyon, hein, donc ça continue d'augmenter. On est à quasiment 3,2. Donc là, l'écart entre les prix des logements et les revenus des ménages ne cesse de croître. Bon, donc il y a évidemment là aussi, je dirais encore une fois, un problème à la chinoise, les arbres ne montent pas au ciel. Alors quand est-ce que ça va ralentir? Là, ça commence un petit peu à Paris, c'est vrai qu'il y a un report sur, on va dire, l'Île-de-France, voire sur les villes de province, mais néanmoins tout va dépendre de l'évolution des taux d'intérêt. C'est-à-dire qu'en Chine aujourd'hui, finalement là, on a le gouvernement qui lâche un petit peu Evergrande, et parce que justement, il n'a pas de quoi rembourser les intérêts de la dette, là c'est un petit peu pareil. Si on a un à-coup économique, et donc dès qu'on va enlever la perfusion de la planche à billets dans les prochains mois, évidemment on va arrêter cette perfusion et donc à partir de là, on aura du mal justement à payer les logements et donc il y aura là aussi des entreprises qui risquent, des promoteurs un peu comme en Chine, de ne pas pouvoir rembourser les intérêts de la dette. Donc ils vont devoir vendre, ce qui va précipiter la baisse des prix. Donc on le voit, c'est très net, hein. Donc ce qui alimente, c'est les taux d'intérêt en France, c'est la courbe rouge. La courbe bleue sont les prix des logements donc dans l'ancien. Dès que les taux d'intérêt donc ont tendance à baisser, comme ici les prix ont tendance à augmenter. Là, c'est exactement la même chose. Et à partir du moment où les taux d'intérêt vont remonter, alors ça commence un petit peu, mais c'est encore très, très balbutiant, mais ça va bien sûr continuer. Alors à ce moment-là, les prix risquent au moins de se calmer. On a la même chose d'ailleurs si on regarde l'endettement des ménages, hein, qui est aujourd'hui, vous voyez, sur des niveaux de 102% du revenu disponible. Et si on regarde uniquement la dette immobilière, c'est 86% du revenu disponible. C'est du jamais vu, vous voyez, dans l'histoire de France. Jamais les ménages, par rapport à leur revenu disponible, ont été aussi endettés. C'est ici la courbe rouge, vous voyez, plus de 100% par rapport aux revenus disponibles. C'est bien sûr lié à la baisse des taux d'intérêt. Si les taux remontent un petit peu, évidemment, on aura du mal à continuer de s'endetter. Et donc là aussi, s'il y a moins d'endettement, les prix des logements risquent un petit peu de baisser. Donc c'est ça aujourd'hui le vrai enjeu. Si on regarde les fondamentaux du marché immobilier sur l'offre et la demande, il y a plutôt une tendance à l'augmentation de l'offre et à une baisse de la demande, donc ce qui pourrait là aussi faire baisser les prix. Donc juste quelques faits assez nets, hein, sur l'offre. On a le développement, même si ça se calme un petit peu, mais du télétravail. Donc l'immobilier de bureau, il n'y a qu'à aller à la Défense pour voir qu'il y a beaucoup de tours quasiment vides, entre guillemets. Donc l'immobilier de bureau est en train de s'effondrer. Donc comme beaucoup de fonds d'investissement ont acheté de l'immobilier de bureau, ils risquent de devoir vendre ou de transformer en immobilier d'habitation. Donc ça va faire augmenter l'offre d'habitation. Et parallèlement, pour compenser les pertes sur l'immobilier de bureau, les promoteurs risquent également de vendre l'immobilier donc de logement, où ils gagnent encore de l'argent. Donc là aussi, ça va faire augmenter l'offre de logement. Parallèlement, indépendamment bien sûr de la pandémie, jusqu'à encore dernièrement, on avait 570 000 décès, on va dire, chaque année en France. Là, on monte maintenant à cause du papy boom, hein, les enfants du baby boom qui nous quittent malheureusement. Donc 630 000 décès par an, donc c'est quand même beaucoup plus que par le passé, indépendamment, encore une fois, de la pandémie. Donc là aussi, ça veut dire que les personnes qui avaient des logements vont les transmettre à leurs enfants, donc ils vont certainement les vendre, etc. Donc ça va faire une augmentation de l'offre. Et puis parallèlement, on a une dette aujourd'hui qui est très élevée, on vient de le voir, le chômage qui risque de augmenter parce que jusqu'à présent on n'a rien vu, une fois qu'on voit la perfusion de la dépense publique, également des planches à billets. Alors là, le chômage risque d'augmenter, hein, parce que jusqu'à présent ça ne s'est pas produit malgré la pandémie. Donc là aussi, on risque d'avoir des ventes contraintes. Si on est trop endetté, qu'on n'a pas de quoi rembourser, on risque de vendre. Donc, encore une fois, l'offre va augmenter. Du côté maintenant de la demande de logement, là on voit bien qu'on a des risques sociaux qui sont là un petit peu tous les jours, même si pour l'instant on ne les a pas vus parce qu'on avait protégé le système. Là aussi, la fin de la perfusion risque de faire mal. Alors quand est-ce qu'elle va se produire? Fin 2021 ou courant 2022, mais c'est inévitable, ça va arriver. Donc là on verra la réalité des faits. Et donc on risque d'avoir une augmentation du chômage, donc une baisse du pouvoir d'achat. Je sais qu'aujourd'hui il y a plein de cadeaux que promettent un petit peu les candidats à la présidentielle, mais aujourd'hui le pouvoir d'achat il est très faible en France et il va continuer de rester. Donc ça veut dire là aussi, si on n'a pas de pouvoir d'achat, on ne pourra pas demander des logements, on ne pourra pas acheter. Parallèlement, les conditions de crédit vont se resserrer. Vous savez que les banques ont octroyé beaucoup de crédits un peu à tout le monde. Là, ils vont devoir faire un petit peu attention maintenant, tout à fait logique. Elles vont rationner le crédit de façon logique pour éviter justement de prendre trop de risques, ce qui est déjà le cas, puisqu'on va avoir les PGE qui ne vont pas forcément être remboursés, etc. Donc beaucoup de difficultés et de craintes pour les banques, donc des conditions de crédit qui vont se resserrer. Donc on aura plus de mal à avoir des crédits. Donc ça veut dire là aussi la demande de logement va se réduire. Et puis bien sûr, il y a le risque toujours, vous savez qu'on a toujours son impôt sur la fortune immobilière, hein, le fameux IFI. Est-ce qu'on ne va pas encore l'augmenter? On sait très bien que le FMI a préconisé d'augmenter justement l'impôt sur le patrimoine et
et les différentes, on va dire, différents types d'épargne, mais également sur l'immobilier. Donc là aussi, si ça augmente, la demande de logement risque d'un petit peu de se réduire. Donc c'est la règle de base de l'économie. Si on a une offre qui augmente et une demande qui baisse, d'autant que les prix sont très élevés, les prix risquent de baisser. Alors oui, on peut s'attendre à 10, 15, 20%. En fait, il faut être très honnête, on ne peut pas chiffrer exactement. Simplement, quand je dis qu'on peut avoir une baisse de 15 à 20%, ça veut dire simplement le fait de se reconnecter, que les prix des logements se reconnectent au niveau des revenus des ménages, et ça fait 15 à 20% de baisse. Mais ça ne veut pas dire que ça va se produire tout de suite, ça peut prendre un petit peu de temps, mais néanmoins, c'est clair qu'aujourd'hui, nous sommes sur un plafond, sachant que ne l'oublions pas. C'est vrai que pour les investisseurs, les prix qui baissent sur l'immobilier, c'est pas une bonne nouvelle, mais pour les acheteurs, c'est bien sûr une bonne nouvelle. Il y a beaucoup aujourd'hui de primo-accédants qui ne peuvent pas justement accéder à la propriété parce que c'est trop cher. Et donc c'est vrai que si les prix baissent un petit peu, s'ils se reconnectent à la réalité économique, eh bien là, on pourra de nouveau acheter de l'immobilier sur des bons prix. Ça repartira ensuite, bien entendu, à la hausse. Je rappelle que l'immobilier reste l'un des meilleurs placements sur long terme, donc il n'y a pas de crainte à avoir, mais c'est important d'avoir régulièrement des respirations. Donc il faut aujourd'hui que les prix de l'immobilier baissent un petit peu, se reconnectent à la réalité économique pour pouvoir repartir de plus belle au cours des 10-15 prochaines années. C'est bien sûr tout le mal qu'on peut nous souhaiter. Soyons néanmoins prudents, ne croyons pas que la Chine, ce qui se passe en Chine, c'est un cas complètement isolé. Ça aura bien sûr des conséquences au niveau mondial, parce que le ralentissement chinois aura des conséquences au niveau mondial et également en France. Mais là aussi, la règle de base, ne l'oubliez pas, si on s'endette trop et qu'on n'a pas de quoi rembourser les intérêts de la dette, on est obligé de vendre et donc les prix baissent. Voilà, c'est encore une fois de la logique. L'économie, c'est de la logique avant tout. Donc là, on est dans un monde anormal. Le fait de revenir, espérons-le très vite, dans un monde normal, va nous replonger dans la logique, dans le bon sens, entre guillemets, ce qui voudrait que les prix des logements baissent un petit peu en France. Voilà, donc pas de panique, ça remontera ensuite, mais simplement, l'important, c'est de se reconnecter à la réalité économique pour éviter que la bulle n'aille trop loin et ne dure trop longtemps. Encore une fois, c'est tout ce qu'on peut nous souhaiter. Merci beaucoup, bonne continuation et à très bientôt.